comme vous le savez, comme on vous a averti, donc il y avait une volonté à travers Etna sur 2021 qu'on puisse un peu pousser le sujet eau et écologie industrielle et territoriale. Et donc, ça, c'était une demande qui nous avait été proposée par la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à des objectifs eau. Et Jean-Philippe Besse, qui est avec nous, nous rappellera un peu quels sont les objectifs de la région sur ce sujet eau. Et donc par rapport à ça, vu que c'est vous, animateurs et animatrices de démarche EIT, qui allez être en première ligne aussi sur ces sujets, qui êtes directement en contact avec les entreprises, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait vous donner un peu comme clé pour être plus à l'aise sur ce sujet, puisque suite au petit sondage qu'on vous a fait passer, vous nous avez fait part que même si l'eau était un enjeu important à l'échelle de vos territoires, vous aviez relativement peu de connaissances sur le sujet, notamment sur le sujet eau et entreprise, que vous n'aviez pas toutes les clés en main pour pouvoir parler de ce sujet avec les entreprises, être plus à l'aise pour parler de ces sujets eau avec les entreprises, et que vous aviez potentiellement peu de connaissances aussi sur quels étaient les acteurs en région qui pouvaient vous appuyer s'il y avait des projets, voire aider, voilà, que ce soit sur des aspects techniques ou sur le financement de projets en lien avec l'eau. Et donc, on a construit avec Ronan et ce webinaire, et surtout aussi avec Julien Louchard de l'OEO qui interviendra et qui sera vraiment, voilà, notre expert technique du jour sur ce sujet eau. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être laisser la parole à Ronan Barbier, donc de l'association Soltena, et qui est le référent de la filière eau pour Soltena et la Nouvelle-Aquitaine. Donc Roland, je te laisse la main pour le reste. Merci. Merci Alex. Donc oui, comme Alexandre l'a dit, je suis Ronan Barbier, donc responsable de l'antenne de Limoges au sein de Soltena et en charge des projets sur l'eau, en charge de développer la feuille de route de Soltena pour la filière eau. Donc ce que je peux vous proposer, c'est, je vais pas vous représenter Soltena parce que je pense que de nombreux d'entre vous connaissent un peu qui on est, ce qu'on fait. Ça me demande pour partager mon écran, ça me demande une sécurité. Bon, je vais le faire sans présentation, c'est pas grave. Du coup, juste pour vous présenter en quelques mots la filière eau au sein de Soltena, pour que vous ayez une petite idée, un petit aperçu, une petite notion de ce qu'on fait au sein de cette filière eau au sein de Soltena. Elle représente 82 acteurs. Donc, je peux partager ? Tac. Non, apparemment, je peux pas partager. Seuls les organisateurs et les présentateurs. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer comme ça. Mais de toute façon, c'était juste un slide. La filière eau au sein de Soltena, pour vous représenter un peu son importance, son poids, c'est 82 acteurs sur 250 adhérents que compte le réseau en entier. Donc 82 acteurs de la filière eau sont présents au sein de Soltena. On a 80% de ces 82 acteurs qui sont des éco-entreprises. Le reste, on va avoir des collectivités qui sont engagées dans des démarches de transition hydrique, des laboratoires, des organismes de formation. Voilà, donc une multitude d'acteurs qui fait que une complémentarité d'acteurs qui fait que la filière eau au sein de Soltena est très très bien représentée. On va avoir des consultants, des bureaux d'études, des équipements entiers, voilà, des constructeurs. On va avoir des grands groupes aussi, tout ce qui sort Suez, Veolia. Donc une multitude d'acteurs qui fait sa richesse, et le but le but de Soltena, ça va être de favoriser en fait les projets collaboratifs, vecteurs d'innovation, et de répondre à des problématiques d'eau sur le territoire néo-aquitain. Pour brièvement présenter les objectifs de 2021 pour cette filière eau au sein de Soltena, on a un rôle de soutien actif au plan de relance régional de la filière eau. On travaille notamment avec Jean-Philippe, avec beaucoup de personnes de la région, Gérard et Didier, etc.
au plan de relance dédié à la filière eau, au plan de relance régional. On a aussi un rôle d'animateur de promotion aussi, de favoriser le développement économique des acteurs de l'eau. Donc, on va organiser des rencontres, des webinaires, c'est très à la mode en ce moment, comme ceci, pour favoriser un peu et montrer l'expertise de nos adhérents. Et on va aussi avoir un rôle de promotion, de participer à des projets de territoire dédiés à la transition hydrique, de partenariat, une relation partenariale avec les entités de l'eau en région Nouvelle-Aquitaine, et aussi le développement de l'accompagnement d'instances dans la structuration de la filière eau. On pense à tout ce qui est promotion des appels à projets Solus. Jean-Philippe vous représentera, je ne vais pas spoiler la chose. Donc voilà, une grosse partie de nos adhérents sont sur la filière eau. Je vous laisserai les contacts, mon contact si vous avez des questions. Mais sans attendre, je vais laisser la parole à Julien, qui est notre expert d'aujourd'hui, qui va vous faire un petit tour de son expertise. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, surtout. On essaiera de prendre du temps pour y répondre. On a jusqu'à 11h30, donc on a quand même beaucoup de temps pour approfondir les choses si besoin est. Donc, je vous laisse le chat. Je vois que tout le monde a coupé ce micro, c'est très bien. Et puis, je vais laisser directement la parole à Julien pour sa présentation. Est-ce que Julien, tu peux partager ton contenu? Oui, Ronan, merci pour cette introduction. Alors, si j'arrive à partager le contenu, c'est gagné. Alors, pour partager le contenu… Tu vas en haut à droite, juste à côté du bouton quitter. Tu as normalement partagé le contenu, tu vas pouvoir partager ton écran. Est-ce que tu trouves le bouton? Alors… j'ai pas ça qui est affiché, j'ai un petit souci. Ah oui, en haut à droite, t'as pas ça, t'as pas une petite flèche qui met partager du contenu? Non. Ok. Non. Je vais essayer de… Alors, tu me dis que tu m'as envoyé la… Julien, si tu as les 3 points de suspension dans la barre en haut. Oui. Non, il n'y a pas là. C'est pas là. Zut, pardon. Ouais, moi, je viens de trouver donc les 3 petits points. C'est pas là-dedans. Ah non, c'est pas là-dedans. Excuse-moi. C'est à côté du micro, à droite du micro, à côté de la touche quitter. Ah, ouvrir le bac de partage. Oui. Bravo, ça y est. C'est bon là? Ah oui, ça vient. Parfait. Tu peux mettre en grand écran et ça sera parfait. Super, merci. Bon, mais c'était le côté le plus technique de la réunion. Donc là, vous avez… bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous propose de m'alerter si ça ne convient pas au niveau du déroulé là, des diapos. Alors, je vais faire un essai tout de suite. Donc là, je vais passer de la diapo 1 à la diapo 2. Et logiquement, la diapo 2 s'affiche. C'est bon? Alors, si c'est bon, bonjour à tous. Grand merci pour votre venue, cette participation. C'est un échange qui va être peut-être assez dense. Je vais essayer, c'est pas gagné, de dérouler sur une grosseur et pour laisser place aussi à des questions. Si vraiment vous avez des interrogations assez fortes, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, j'en serai pas vexé, bien au contraire. Si ça va trop vite, pas assez vite, ou si vous avez besoin d'éclairage. Alors avant tout, je me présente, Julien Louchard. Donc je suis ingénieur sur
sur les problématiques eau et industrie. Je travaille depuis une quinzaine d'années dans le monde du traitement et de la valorisation des eaux usées, urbaines ou industrielles d'ailleurs. Et j'ai intégré l'Office international de l'eau sous l'abréviation OIO ou AO que vous pouvez voir sur le slide depuis 2014. Je réalise deux missions principales, une mission de formation, donc à l'exploitation des stations de traitement des eaux usées, sous l'abréviation STE. Pour information, avant on disait STEP, maintenant voilà, on est plus sur STE. Donc dans votre métier, vous avez sûrement la possibilité d'entendre ces mots, STEP et STE. Formation sur le choix, la conception et le dimensionnement des steps. Et puis à nouveau sur des abréviations, le reuse ou la RUT, l'utilisation des eaux usées traitées ou le reuse. Et puis des appuis techniques complémentaires à la formation, audit et diagnostic des stations, tout ce qui va être optimisation, notamment pour le monde de l'industrie, l'eau et l'industrie, et les meilleures techniques disponibles. Donc, cette présentation, elle pourra vous être communiquée sous format PDF protégé. Vous avez mon adresse mail, ma ligne directe. Je vous propose de passer par Alexandre ou Ronan, mais vous pouvez aussi me joindre en direct. Alors, le sommaire de cette présentation est le suivant. Je vais vous faire une mini présentation de l'Office. Rassurez-vous, ça ne va pas être long. Le deuxième chapitre, ça sera sur les cycles de l'eau, les usages de l'eau et puis les problématiques plus ou moins prégnantes, mais surtout de plus en plus complexes. Un petit focus sur le traitement des eaux usées urbaines et la réutilisation des eaux usées traitées. Le cinquième chapitre, qui est la bonne gestion de l'eau en entreprise, avec l'opportunité pour finaliser d'une réutilisation des eaux usées traitées industrielles. Alors, chapitre 1, la présentation de l'Office. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association, loi 1901, à but non lucratif, et reconnue d'utilité publique. On fête nos 30 ans cette année, mais l'histoire de notre association est bien plus ancienne, puisque c'est la fusion de plusieurs entités associatives. Et l'histoire commence initialement en 1949, donc ça fait un petit moment. Et nos missions, c'est le développement des compétences, dont mon rôle de formateur, diffusion des connaissances, typiquement. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous communiquer les connaissances que l'on a et de partager avec vous nos visions. Et puis, Office international de l'eau, puisque aujourd'hui, la moitié de notre activité est à l'international pour promouvoir les bonnes pratiques. Alors, on a la chance d'être très bien implanté en région Nouvelle-Aquitaine, avec sur les 140 collègues que j'ai, on est une centaine situés sur le site de Limoges et de la Souterraine. Et on a notre siège social qui est à Paris et une entité à vocation très internationale à Nice. Alors voilà, pour information, en tant qu'association, on n'a pas d'actionnaires, bien sûr, mais on a des adhérents. Et parmi nos adhérents, on va avoir le secteur privé, le secteur public. Je vous ai mis quelques exemples qui sont très loin d'être exhaustifs, mais il faut savoir que parmi nos adhérents, la région Nouvelle-Aquitaine est bien présente. 4 piliers d'action pour terminer cette présentation. La formation professionnelle. En bas à droite, c'est l'appui institutionnel et technique. Donc, notamment des diagnostics ou de l'aide en cas de dysfonctionnement ou en besoin d'optimisation. Et puis, pour votre information, on est également très implanté donc, sur l'animation et la coordination des réseaux d'acteurs et à l'international, bien sûr.
Et enfin, ne l'oublions pas, tout ce qui est système d'information, connaissances et données, puisque depuis 1993 notamment, on assure le secrétariat technique du réseau, le système d'information de l'eau français. Alors, si vous souhaitez, c'est avec grand plaisir, vous pourrez télécharger via le lien que je vous mets sous cette diapo, notre rapport d'activité 2019, que vous retrouvez d'ailleurs facilement sur notre site internet. Et puis, ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus détaillée de nos activités. Rentrons dans le dur du sujet. Alors, dans le dur, pas tant que ça au départ, hein, ça va être, je pense, plein d'informations que vous connaissez déjà. Donc, je vais vous présenter les cycles de l'eau, l'usage de l'eau, qu'on retrouve d'ailleurs particulièrement bien en Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque le contexte géographique s'y prête bien, avec notamment des zones côtières. Et puis des problématiques. On va voir que les problématiques, il y a du boulot, entre guillemets, et puis voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais assez rapidement, on va le voir avec quelques schémas et quelques graphiques et données. Alors, le grand cycle de l'eau, là, ça doit être du très, très connu, j'imagine, pour vous. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le grand cycle de l'eau, c'est tout simplement le cycle naturel de l'eau que vous voyez ici et qu'il faut faire partager et bien connaître. Alors, je vais pas me passer trop de temps là-dessus. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que sur ce grand cycle de l'eau que l'on voit là, si on fait un découpage de la ressource sur l'eau, on parle énormément et on parle toujours de problématique du manquement d'eau. En fait, on ne manque pas d'eau sur Terre. L'eau, la quantité d'eau est toujours la même. Par contre, on manque effectivement de plus en plus d'eau de qualité et de quantité par rapport à nos usages. Et là, on coulissera non plus vers le grand cycle de l'eau, mais vers le petit cycle de l'eau. Et effectivement, si vous regardez ce schéma, qui est connu, mais alors on va le visualiser. L'eau sur Terre, faut l'imaginer comme étant une bassine de 100 litres. Sur les 100 litres, on a 3 litres, les 3%, c'est de l'eau douce. C'est celle-ci qui est biodisponible. Et pas tant que ça, puisqu'en fait, sur les 3 litres, il y a 2 litres, c'est les glaciers, même s'ils sont en train de fondre. Enfin, ils vont fondre et ils vont retourner dans l'eau salée pour la majorité. Donc, il reste sur les 100 litres, il ne reste que 1 litre d'eau douce. Donc, c'est ce 1 litre qui est à notre portée. Et par contre, quand vous regardez ce 1 litre sur 100, on a le stock hein, qui se trouve sous nos pieds, qui est votre eau souterraine et qui représente, vous voyez, hein, quasiment tout litre. Et par contre, l'eau douce de la surface, qui représente que 0,4% des 3% d'eau douce, si on reprend les 100 litres, ça représente une cuillère à soupe de 12 millilitres, enfin de 12 millilitres. Donc voilà, il faut imaginer que sur 100 litres, vous plongez une cuillère à soupe, c'est ce qui est biodisponible sans trop de contraintes, mais où après il y a une problématique de qualité. Et puis ensuite, vous avez le stock, notre réserve, l'eau souterraine. Et donc on arrive sur le petit cycle de l'eau. Et ce petit cycle de l'eau, eh bien, il est sur les quelques litres hein, par rapport à la réserve, hein, les quelques pourcents pour être précis, de disponibles. Et ce petit cycle, en fait, c'est ce que nous, l'être humain, on s'approprie pour avoir de l'eau. Donc, vous avez de l'eau brute, vous la prélevez, alors que ce soit une eau souterraine d'ailleurs ou une eau de surface. Vous la rendez potable avec des procédés qui sont en lien avec la qualité. Donc, tout dépend de la qualité. Le traitement est en fonction. Vous la stockez, nos fameux châteaux d'eau. Vous la distribuez
à différents acteurs qu'on verra tout à l'heure. Et puis, de ce prélèvement, il y a une partie qui est consommée et il y a une partie qui n'est pas consommée, mais qui est modifiée, et on parle d'eau usée. L'eau usée va être traitée avant rejet pour rejoindre le milieu naturel. Donc peut-être encore un grand classique pour vous, là j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est le petit rappel. Donc bah, l'être humain utilise largement l'eau et les milieux aquatiques. Alors bien sûr, hein, pour la maison et pour la ville, on y pense tout de suite, mais également pour l'industrie, où on va y revenir largement pendant cette présentation. En France, tout particulièrement, on utilise énormément d'eau pour le refroidissement de nos centrales nucléaires. On utilise l'eau pour le transport, bien sûr, très largement en agriculture, et puis également bah, l'eau, quand elle s'y prête bien, c'est les loisirs, la pêche professionnelle et l'aquaculture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce schéma-là, dans certaines régions, si on prend la région centre, il y a toute une partie qu'on va enlever. Sauf qu'en région Nouvelle-Aquitaine, bah, vous avez un peu moins de centrales, bien sûr, mais sinon, vous avez tous ces usages au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, sur l'usage de l'eau et des milieux aquatiques pour la maison et la ville, on retrouve finalement un petit peu le petit cycle de l'eau, mais schématisé différemment, avec l'eau brute de rivière ou de nappe captée qui, comme je le mentionnais, va alimenter différents usages, puis être rejetée. Alors, en information clé, vous avez aussi de l'assainissement autonome. Donc, l'assainissement autonome, pour information, il y a 5 millions de foyers français qui ont un assainissement autonome. Donc, on est beaucoup plus en zone rurale, évidemment, qu'en zone petit village, et évidemment les villes qui sont collectées à des stations d'épuration. Mais donc, l'assainissement non collectif représente 20% de la population française. C'est loin d'être anodin. Alors, pour information, hein, vous avez un challenge aussi qui est très important, c'est que entre l'eau brute et la consommation, il y a des rendements réseau. Et d'ailleurs, vous avez également, à la sortie, hein, vous avez aussi, on en parle beaucoup moins d'ailleurs, vous avez des fuites sur les eaux usées. On en parle moins et on a moins de données publiées. Alors, sur les rendements réseau d'eau potable, tout dépend des collectivités. Pour information, on est entre, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est 80%. Donc, vous avez 1000 litres d'eau potabilisée et 800 litres qui sont vraiment utilisés. Et vous avez donc 200 litres en moyenne qui sont perdus par des fuites. Ce chiffre-là est radicalement différent dans certains endroits de France, notamment dans les DOM ou en Guadeloupe, vous avez des zones où il y a beaucoup plus de pertes que de consommation. Et donc là, c'est une vraie problématique. Pour info, vous avez sur le territoire français 22 000 stations d'épuration qu'on appelle urbaines. On y reviendra tout à l'heure. Et ça représente 80 millions d'équivalents habitants. Alors, 80 millions d'équivalents habitants, on n'est pas 80 millions en France. Les stations d'épuration urbaines, même si elles ont ce nom-là, ne traitent pas que des effluents urbains. Ils traitent également des effluents industriels, bruts ou pré-traités ou traités en convention de rejet, donc avec les industriels. Alors, pour l'industrie, je vous ai mis pour information quelques utilisations. Ce qui est important de voir, c'est que l'industriel, contrairement au milieu urbain, va, en fonction de l'usage de l'eau, il va acheter de l'eau potable, ou il va prélever une eau brute qui n'a pas toutes les qualités d'une eau potable, parce que l'usage le permet.
ou bien il va acheter de l'eau potable, mais la qualité de l'eau potable ne sera pas suffisante par rapport à son procédé. Donc, vous allez avoir des traitements complémentaires pour purifier l'eau potable. Une eau pure n'est pas une eau potable. Et là, vous avez, après la consommation de l'industriel, le rejet vers la station municipale, collective, urbaine, où vous avez un traitement total de ces effluents par une station d'épuration, on va nommer cette fois-ci industrielle, avant rejet au milieu naturel. Alors, les usages de l'eau pour la production d'énergie, en France, c'est un usage qui est énorme, puisqu'il représente la grande majorité de l'usage industriel de cet usage. C'est-à-dire que la consommation, les prélèvements d'eau pour être précis, hein, les prélèvements, pas la consommation, les prélèvements pour l'énergie sont plus importants que tout le reste du monde industriel. Alors, il n'y a pas logiquement de modification des caractéristiques chimiques ou de pollution de ces eaux qui servent de refroidissement en boucle semi-fermée ou sinon des circuits ouverts, mais vous avez une problématique qui est peut-être sous-estimée, mais une problématique qui va vraiment potentiellement être alarmante dans les années à venir, c'est la température. Alors, pour l'agriculture, on le verra en suivant, vous avez un usage qui est problématique, puisque là, vous utilisez parfois énormément d'eau souterraine, le fameux stock que je mentionnais tout à l'heure, donc de l'eau de surface quand elle est disponible aussi, mais vous avez cette capacité à aller pomper de l'eau souterraine et à la consommer. C'est-à-dire que l'eau, elle est consommée, elle ne revient pas hein, tout de suite, dans tous les cas, dans la recharge des nappes. Pour terminer sur les usages, vous avez en région Nouvelle-Aquitaine un usage de transport maritime et fluvial, et également, et il faut s'en réjouir, un usage aquatique pour les loisirs. Alors, je me suis moi-même emmêlé les pinceaux un tout petit peu. Il est très important de différencier les prélèvements de la consommation. En effet, c'est pas parce que si vous prélevez de l'eau comme une centrale nucléaire pour refroidir et que la grande majorité est rejetée, finalement, vous en consommez peu et l'impact, c'est une élévation de la température. Donc, vous avez une notion de prélèvement-consommation qui est différente et de conséquences qui est liée à la température. Donc, si on regarde en France, alors c'est des années, c'est 2010, donc il faudrait les actualiser. Je n'ai pas trouvé mieux, j'en suis navré. Si vous avez mieux, je suis preneur. Donc, vous voyez que c'est l'énergie qui nécessite le plus de prélèvement d'eau. Par contre, ce n'est pas ce qui consomme le plus. Ce qui consomme le plus, c'est l'irrigation. Le fait d'aller récupérer de l'eau au souterrain ou haute surface et de l'utiliser en irrigation, puisque là, vous avez une partie qui s'évapore hein, quand on voit en plein été sous la cagne les canons d'irrigation. Donc là, vous avez un pourcentage de perte qui est très important. Et puis ensuite, l'eau, elle sert quand même à la plante qui en a besoin. Et donc là, vous avez un axe très fort de consommation. Et on voit que sur le monde d'industrie, finalement, cette consommation de prélèvement est un petit peu atténuée. Et ce qui est intéressant de faire, c'est ce genre de carte. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, c'est que sur vos zones, vous ayez une vision de l'usage de l'eau. Comme ici, hein, sur Garonne-Ariège, vous avez cette donnée-là, qui est intéressante parce que vous avez une cartographie à l'échelle du sous-bassin où vous savez que vous avez ces millions de mètres cubes qui sont prélevés soit pour l'irrigation et pour l'industrie et pour l'eau potable. Et on voit d'ailleurs que pour l'industrie, sur ces 106 millions,
ben, vous avez 90% qui sont rendus au milieu naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont rendus aussi propres qu'ils ont été prélevés. Ça, c'est une autre question où il faut être vigilant. L'irrigation, ben, sur les 134 millions, il y a peu de retour au milieu. Alors, le peu de retour, c'est un peu frustrant. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le vrai chiffre. Pour l'eau potable, vous avez 65% qui est rendu au milieu, sachant que sur les 63 millions, vous avez déjà 20% de pertes en ligne, en moyenne, mais vous avez des villes où c'est beaucoup plus. Alors, on va exercer, comme vous le savez bien, des pressions sur les milieux. Et le fait de prélever, de consommer, eh bien, on va exercer toutes sortes de pressions. Et on le voit bien en région de Nouvelle-Aquitaine, on le verra un petit peu tout à l'heure, qui deviennent de plus en plus prégnantes et de plus en plus compliquées. Donc, il y a une atteinte notamment à la biodiversité des écosystèmes, et je pense que c'est aussi un des rôles forts qu'on a tous aujourd'hui. On le voit bien sur notre belle région. On a besoin d'avoir, comme on le mentionne ici, un bien-être qui est lié à un paysage, qui est lié au bord de mer, au bord de lac, au bord de rivière. On a vraiment besoin de ce grand cycle de l'eau. Et pour que le grand cycle de l'eau soit respecté, il faut que le petit cycle de l'eau soit correctement entretenu d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Et donc, finalement, l'idée, c'est non pas de se focaliser que sur le petit cycle ou que sur une partie du petit cycle, mais c'est vraiment d'avoir une vision assez globale et de savoir les interactions entre tous. Et finalement, on parle de train de mesure sur toutes les mesures qui sont prises. Alors, je vous ai mis un exemple ici sur l'éco-ingénierie. Donc, nous, c'est vrai que l'Office, on avait eu l'occasion de travailler sur les solutions fondées sur la nature pour la rétention d'eau. Et si on prend, par exemple, la notion de rétention d'eau, eh bien, les solutions sont pas simples, ça j'imagine vous le savez bien. Elles sont combinées, donc il va falloir qu'on interagisse sur le monde, sur l'urbain, l'agriculture, sur la forêt, sur les plaines. Et donc finalement on est sur des trains de mesure pour trouver une solution à une problématique globale. Alors pourquoi je parle de problématique? C'est que les soucis commencent à s'intensifier. Donc, vous avez ici une carte. Alors, si vous prenez le temps de la lire, vous allez voir notamment le chiffre 2007. Donc, c'est une carte qui est un petit peu vieillotte. Et on va voir d'ailleurs qu'elle, en 15 ans, elle a beaucoup bougé. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que cette fameuse eau douce, puisque je le rappelle, on ne manque pas d'eau, mais on manque d'eau douce. L'eau douce, elle est inégalement répartie. Et comme pour bon nombre de richesses, c'est toujours pareil, c'est cette manque d'égalité. Et vous avez 9 pays qui partagent 60% des ressources en eau douce. Et on nous annonce dès 2007, mais je pense que ça se confirme, voire ça s'intensifie. En 2030, c'est dans pas longtemps, c'est dans 8 ans et demi, il y a 50 pays qui seraient vraiment en stress hydrique. Et ce qui est intéressant, là, regardez la France. La France, elle n'est pas en stress en 2007. Elle n'est pas notée en stress. Et vous allez voir avec les prochains diapos, ça a rudement changé en quelques années. Alors, le changement du climat en France, vous le connaissez bien. Il est très, très... la tendance est clairement mauvaise. Et ce que je vous propose, si vous ne connaissez pas, c'est le lien internet, le WRI, et c'est Aqueduc. En fait, c'est un water risk, c'est un atlas water risk, et qui est très intéressant puisque c'est une carte monde avec différents indicateurs, des indicateurs de sécheresse, des indicateurs
qui sont liés à l'eutrophisation. Et moi, je vous ai mis un indicateur de stress hydrique. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress hydrique? Le stress hydrique, c'est le couplage entre la présence d'eau douce et les besoins de cette eau douce. C'est-à-dire que un désert peut ne pas être en stress de type water stress, puisque il n'y a pas d'eau, mais en même temps, il n'y a pas d'usage. Donc là, on est sur ce couplage. Et alors, cette carte, elle est intéressante parce que, bon, je l'ai cachée un petit peu, hein, mais le pays de Marseille-Pagnol, à l'ancienne époque, et ben là, vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas en water stress. Par contre, eh bien, là, moi, je vous parle de Limoges, on est en rouge. On est en rouge, et il y a vous voyez, la Nouvelle-Aquitaine, il y a toute une partie qui est en rouge. Alors, je reviens un petit peu, hein, essayez de visualiser cette carte-là, et puis reprenez la carte de 2007 du monde diplomatique. Bon, la France, hein, c'était pas trop d'inquiétude. Entre 2007 et aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes infos. On a vraiment des problématiques. Et vous avez d'autres cartes sur l'eutrophisation. Et là aussi, on commence à s'inquiéter parce que, puisque on devient en stress, la dilution, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous avez un effluent avec un peu de phosphore, un peu d'azote, mais qui est rejeté dans le Saint-Laurent à Québec, au Canada, c'est un peu moins problématique que dans une rivière qui est asséchée en France pendant 3 mois, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Donc, vous eutrophisez les milieux, il y a moins de dilution et il y a plus de temps mort. Alors, voici cette petite image. Alors, cette petite image là que vous voyez, d'habitude, nous, à l'Office international de l'eau, on avait l'habitude de montrer des images qu'on prenait en photo dans nos périples à l'international. Alors, on n'a plus besoin de se déplacer au fin fond du Mali pour vous montrer des images très inquiétantes. Ça, c'est des images Nouvelle-Aquitaine, 2019. Puisque en 2019, au mois d'août, on ne pouvait pas vraiment profiter de nos jolis lacs, de nos beaux étangs, puisqu'ils étaient tous pollués en cyanobactéries avec interdiction de se baigner. On avait des problématiques liées aux nappes phréatiques. Et donc, Guéret, notamment, a été particulièrement touché en 2019 avec un conflit d'usage. Donc, on en arrive à une pénurie d'eau et de conflits d'usage. Donc, on est au bord de la pénurie. Alors, je reviens, puisque je suis têtu, et je reprends cette belle image. C'est-à-dire que avant, on était même pas vulnérable. Petit à petit, on passe en stress hydrique. Et en 2019, première fois en France, on nous parle de pénurie, ce qui était dédié avant qu'aux pays du Maghreb. Alors, pénurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire de Guéret, il avait prévu d'acheter des milliers de bouteilles d'eau pour les habitants. Et évidemment, l'agriculture et l'industrie, on arrête tout. Alors, quand on dit on arrête tout, hein, c'est assez costaud. C'est-à-dire que oui, vous avez le gouvernement, je vous ai mis le site internet, vous pouvez y aller, qui vous indique qu'en fonction des risques sécheresse, vous allez avoir un territoire en vigilance, en alerte, en crise renforcée. Et ça sous-entend, alors l'usage domestique, bon, on arrête de laver les voitures, les espaces verts, ça c'est un impact qui est assez réduit. Pour l'agriculture, ça commence à être plus compliqué puisqu'on vous dit interdiction d'irriguer 1 jour par semaine. Puis si on passe en crise, plusieurs jours par semaine, et si on passe en alerte, en crise renforcée, ça va jusqu'à une interdiction totale d'irrigation. L'objectif, c'est, en temps de conflit, s'il y a conflit d'usage, de préserver la population, donc l'usage domestique. Et c'est une priorisation par rapport à l'agriculture et l'industrie. Au niveau de l'industrie, c'est notamment pour les industriels ICPE, installation classée protection de l'environnement,
encore plus si elles sont à enregistrement et autorisation par rapport aux déclarations, c'est la multiplication des arrêtés sécheresse qui vous demandent de limiter l'eau, donc c'est-à-dire réduire vos prélèvements et vos consommations, favoriser le recyclage, et on le verra après, favoriser la reuse. Je vous invite à aller sur le site ProPluvia, si vous ne connaissez pas, hein, c'est un peu le site Météo France, mais de la sécheresse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez au jour le jour les données sur les arrêtés sécheresse. Et on voit que le 8 octobre 2019, donc là, je ne vous parle pas du mois d'août, on est au mois d'octobre. Ça aussi, c'est une première. Hein. On n'est plus sur l'été, on est sur l'automne. Eh bien, vous avez une partie de la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne, la Creuse, oula, je risque de dire une bêtise, et une bonne partie d'ailleurs de la Nouvelle-Aquitaine qui est en crise intégrale ou en alerte renforcée intégrale. Alors le mot intégral, c'est-à-dire qu'il couvre tout le département. Et donc, vous voyez, cette carte, elle est très, très importante à montrer notamment aux industriels que vous rencontrez et qui peuvent certains vous dire oui, mais l'eau finalement elle est qu'à 3 € le mètre cube, c'est pas notre priorité. Ça va le devenir quand on va vous imposer de limiter du jour au lendemain 30% ou 50% des prélèvements. Et donc vous allez, je vous le montre ici, votre arrêté préfectoral qui vous dit eh bien c'est la fin de la récré. Vous devez limiter, alors là ça nous intéresse moins, ce qui nous intéresse le plus c'est cette diapo-là, notamment voilà, pour les activités agricoles, commerciales et industrielles. On vous limite la consommation d'eau au strict nécessaire. Cette phrase, elle ne veut pas dire grand-chose, mais elle est liée finalement, et c'est là où elle prend tout son sens, à votre arrêté, si vous êtes ICPE, à votre arrêté sécheresse. Et donc, les ICPE ayant fait l'objet d'une prescription sécheresse dans leur arrêté doivent s'y conformer. Pour votre information, depuis 2019, l'OIO est très fortement sollicité par des industriels de France pour trouver des solutions de sécurisation. Avant, les industriels nous parlaient de retour sur investissement. Est-ce que le reuse, le recyclage, c'est bien au niveau de leur business? Aujourd'hui, on a quand même changé, et heureusement d'ailleurs, de vision avec est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Parce que si on coupe 30% d'approvisionnement en eau, c'est tout simplement notre activité qui est réduite de 30%. Alors, on arrive au troisième chapitre, qui est très court, mais qui est voilà, c'est un petit aperçu des stations d'épuration urbaine collective, puisque les stations d'épuration rejettent au milieu naturel des volumes d'eau qui sont extrêmement conséquentes et qui vont être valorisés de plus en plus à l'avenir. Julien, juste avant ça, oui. Je te propose qu'on prenne peut-être quelques questions. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat de Marie-Christine qui s'interrogeait en fait sur l'eau utilisée pour le transport. Elle voulait avoir quelques explications là-dessus. Et donc, je te laisse lui répondre. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite peut-être à allumer votre micro et votre caméra et la poser en direct, si vous le souhaitez, à Julien. On peut prendre 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions. Alors, je suis passé très vite et Marie-Christine, vous avez eu l'œil, effectivement. Alors, on parle d'usage, c'est-à-dire que alors, il y a un usage qui est très connu hein, dans le Morvan, où il y a un siècle, eh bien, le bois on va dire des Parisiens, hein, ça fait un peu bizarre, mais c'est ce qui était le cas, c'est-à-dire que le bois des Parisiens était en partie acheminé par les voies fluviales. Et donc, on transportait le bois par les rivières en partie. Donc ça, c'était un usage qui était extrêmement important et qui n'existe quasiment plus.
Aujourd'hui, le transport, c'est-à-dire qu'il faut avoir, on est plus sur un usage des cours d'eau pour le transport de marchandises, pour le transport de touristes. Donc, on est sur c'est un usage en région Nouvelle-Aquitaine qui est existant, puisque vous avez des rivières et des fleuves qui se rejettent au niveau de la région. Et par contre, je ne suis pas allé jusqu'à avoir des chiffres, mais peut-être que certains d'entre vous ont des chiffres. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est, je reprends cette diapo qui, à mon avis, alors attendez, tac, tac, tac. Ce qui serait, à mon avis, intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez le prélèvement, et ce qui serait aussi intéressant, c'est d'avoir l'usage, c'est-à-dire qu'en fonction de votre secteur géographique de travail, vous ayez une vision de ce qui existe, ce qui a existé pour avoir cette notion d'évolution et les grands projets d'avenir, pour avoir un petit peu la notion de risque-opportunité à venir. Alors, je ne sais pas si j'ai apporté satisfaction dans ma réponse, mais c'est quelques éléments. Mais, oui, merci. Est-ce que tu peux laisser la diapo là, sur laquelle tu étais revenu? Ça Ouais. correspond au bassin Adour-Garonne, ça, en gros? Alors, c'est un sous-bassin Garonne-Ariège. D'accord. Les chiffres? Les chiffres ou les proportions? Alors, ici, hein, on est sur le plan de gestion d'étiage, donc c'est la Garonne et l'Ariège. Et comme tu le vois, on est sur des chiffres qui sont vieillissants. J'ai pas trouvé mieux, hein, même s'il y a des rapports du syndicat qui sont arrivés. Mais, ah oui, c'est vrai, oui, c'est 2005, tu as raison. Ouais, c'est un peu vieillot. Ça vaut le coup. Alors, en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on a les chiffres de 2000-2005. Je vais regarder le verre à moitié plein. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller trouver ces chiffres pour 2020 et de voir un petit peu l'évolution. Mais ça, cette proportion de retour au milieu, c'est valable un peu partout, dans tout le bassin ou même en France. C'est-à-dire que l'eau potable, bon an, mal an, il y en a à peu près les 2/3 qui sont au milieu, l'industrie 90% et l'irrigation 0 ou peu. C'est partout pareil. Alors, les tendances sont effectivement vraies. C'est-à-dire que l'eau potable, tout va dépendre du rendement réseau. Vous avez certaines villes ou certaines zones avec des rendements réseau qui sont moindres. Si on prend l'exemple de la Guadeloupe, eh bien, on est alors, après, ce qui est compliqué, c'est que finalement, une fuite, c'est aussi un rendement au milieu. Bon. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul. Non, enfin, il s'agit d'avoir des grandes proportions. C'est tellement volumineux qu'on ne peut pas… Voilà. Alors moi, j'avais juste une question sur cette question de retour au milieu. Il se trouve qu'en économie circulaire, on a pas mal de projets de consignes et donc de lavage. D'accord ? Et il y a eu une grande idée qui disait que si on utilisait des voitures pour aller, enfin je ne sais pas quoi, et l'eau, que ce n'était pas écologique. Alors bon, maintenant il y a des analyses de cycle de vie qui sont faites, mais du coup, je me dis quand on lave des bouteilles ou quand on lave des contenants alimentaires, on a des projets là-dessus, c'est avec de l'eau potable, j'imagine. Alors, même si c'est des lavages de bouteilles, même si c'est des unités de lavage qui peuvent laver 1 million de bouteilles. Alors, il y a deux choses. Il va y avoir, en fonction de l'usage, alors pourquoi on fait ce nettoyage et quel est l'objectif? Donc, il va y avoir une contrainte potentielle sanitaire. Et cette contrainte plus le deuxième point qui est la notion de simplicité, on va dire, on est sur un usage souvent d'eau potable.
Après, il s'avère que sur certains industriels, il va y avoir pompage d'une eau de qualité souterraine. Pour eux, aucun intérêt d'aller ajouter une filtration ou une chloration, et donc on est sur une utilisation d'une eau brute, mais finalement de qualité. Et enfin, on peut être sur la possibilité, comme je le mentionnais, d'aller purifier une eau, qui la rendra d'ailleurs non potable, mais pour un usage industriel. Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de savoir cette eau-là, premièrement. C'est pour des bouteilles, en gros, les consignes, c'est pour des bouteilles en verre pour un usage alimentaire, soit du vin, soit de la bière, soit des contenants pour emporter, des repas emportés. C'est pour remplacer le plastique, en fait, le plastique à usage unique. Donc d'ailleurs quelquefois ça peut être des contenants en plastique qui sont lavés d'ailleurs, hein. Voilà. Alors il y a un dispositif d'éco-lavage, hein, c'est-à-dire de faire un lavage écologique, mais il n'en demeure pas moins que comme c'est à vocation alimentaire, et c'est des projets qui poussent un petit peu aujourd'hui, un petit peu partout, parce que ils sont créateurs d'emplois. Ils font du sens au niveau local, en fait, parce que c'est souvent des boucles locales. Alors, ça reste infime, hein, et puis ça a un avantage en termes d'économie circulaire, puisque une bouteille en verre, dès lors qu'elle est réutilisée 3 fois, le bénéfice écologique en termes de prélèvement de matière est très très élevé, quoi, hein. Voilà, c'est-à-dire que le verre, c'est tellement coûteux à fabriquer énergétiquement, c'est des extractions de sable verrier, il n'y en a pas forcément partout. Le plastique, bah, il a d'autres problèmes. Donc, mais c'est intéressant de voir que si cette eau qui était une eau de lavage, un peu comme une eau de lavage de linge, hein, voilà. Disons qu'il faut voir si comment dire, des projets de réutilisation, que ce soit d'ailleurs par exemple aussi pour tout ce qui est équipement de protection individuelle, hein, masques, blouses, des équipements à usage unique qui peuvent être remplacés par des équipements réutilisables, donc qui sont lavés, donc qui utilisent de l'eau. C'est important de se dire, parce que dans les projets d'EIT, ça existe, hein, voilà. Alors, tout à fait. On verra un petit peu après cet intérêt de faire une analyse coût-bénéfice pour tous les projets et bien sûr l'analyse cycle de vie, puisque parfois, aux surprises, un projet qui pourrait être très vertueux, eh bien, n'est pas tant que ça. Mais par contre, vous avez des projets qui ont vraiment du sens. Donc, mais il faut l'étudier, ça c'est clair et net. Du coup, je vous propose il faut l'étudier, le projet, mais il faut quand même le connaître généralement, parce que bon, sur les projets de consigne, je rappelle que ce n'est pas écologique qu'en France, hein. Il y a beaucoup de pays qui continuent à le faire, et que la France a l'industriel verrier le plus important au monde. Donc bon, voilà. Non, mais ouais, effectivement, ça peut être sur le papier, c'est un beau projet, donc il faut effectivement l'étudier. Tout à fait. Alors, je vous propose le chapitre 3, alors très vite. Vous avez ici, pour information, un site internet, assainissement.développement-du6dura.gouv.fr. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à le découvrir, à prendre le temps de vous l'approprier, tout simplement parce qu'il est très riche en informations qui sont fiables, et notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez pouvoir regarder le parc de stations d'épuration urbaine. Alors, j'ai mis station d'épuration urbaine 3 points d'interrogation, parce que vous l'avez vu à un moment donné, et je vais vous le redire, c'est qu'un industriel, après pré-traitement ou pas, selon la nature de ses effluents, va rejeter au réseau d'assainissement. Et donc, quand on parle de station d'épuration urbaine, ce n'est pas 100% d'effluents urbains. Donc, même un projet de reuse d'effluents urbains, il y a une partie, ça provient
d'une activité industrielle. Je vous ai même indiqué que le distinguo se fait sur le pourcentage de la DCO, mais si vous souhaitez plus d'infos, hein, vous reprenez contact avec moi. Alors sur ce site, ce qui est intéressant, vous avez 3 couleurs. Alors rassurez-vous, le bleu, c'est positif. Le jaune et le rouge, ça l'est moins. Ça veut dire que c'est des stations d'épuration qui n'apportent pas totale satisfaction, soit en équipement, soit en conformité au niveau des rejets. D'accord ? Et vous avez, quand vous cliquez sur une station, alors c'est un tout petit morceau que je vous ai mis, hein, mais c'est très riche, vous allez avoir le descriptif de la station. Donc, par exemple, là, l'exemple n'est pas anodin, j'ai pris Limoges, puisque je ne suis pas très loin, et ça permet de savoir que l'exploitant, c'est Limoges Métropole Communauté. Donc, si vous voulez la visiter, il faut appeler Limoges Métropole, etc. Ça vous permet, là où vous êtes géographiquement, tous, de savoir qui exploite, c'est quoi comme step. Et vous allez le voir, alors très très rapidement, ce n'est pas le but, mais vous allez avoir vous allez avoir des filtres plantés de roseaux, vous allez avoir des boues activées classiques, vous allez avoir du biodisque, du MBBR, du BRM, du SBR. Si ça parle à certains, tant mieux. Si pour d'autres, c'est du chinois, c'est pas grave non plus. Ça peut être l'objet d'un autre webinaire. Ce qui est important, c'est qu'une station d'épuration, en fonction de sa conception, elle peut être, pour différentes raisons techniques, assez facilement pertinente pour un projet de reuse. Parce que sa conception, pour faire du reuse, on le verra, il faut de l'abattement des micro-organismes, notamment pathogènes, et vous avez des techniques qui permettent plus ou moins déjà de tendre vers du reuse. Voilà. Alors, on en arrive sur la fameuse reuse, puisque sur votre territoire, on va sûrement vous parler de reuse et vous avez sûrement des projets existants où vous avez eu connaissance. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la reuse? Donc, une reuse, il y a une réutilisation qu'on peut faire. Alors, ici, c'est de la théorie. Hein. Vous verrez que dans la pratique, c'est un peu différent. En théorie, vous pouvez faire une réutilisation directe ou active. C'est-à-dire, comme à Clermont-Ferrand, depuis 1989, de mémoire, ils réutilisent en alimentation saisonnière l'eau usée traitée de la station d'épuration de Clermont-Ferrand avec un traitement de finition par lagunage pour irriguer des cultures sur la plaine de Limagne. Vous avez une réutilisation passive, qu'on pourrait imaginer d'ailleurs en région Nouvelle-Aquitaine, pour lutter contre l'intrusion saline dans l'eau douce au niveau de l'eau côtière. Alors, aujourd'hui, c'est interdit. Bon, mais on pourrait l'imaginer. Alors, je vous propose, parce qu'il est tout beau, tout neuf, juin 2020, je vous propose, alors il n'y a pas que lui, hein, je ne veux pas faire que de la publicité sur celui-ci, mais puisqu'il est récent, je vous propose de lire, de télécharger, c'est gratuit, et de lire l'ouvrage qu'a fait le CEREMA en juin 2020 sur la réutilisation des eaux usées traitées, le panorama français. Pour votre information, cet ouvrage se focalise que sur les projets de reuse de stations d'épuration urbaines. Donc, les fameuses stations qui ont une partie éventuelle d'eau usée d'industriels, mais c'est loin d'être la majorité. Alors, au niveau de la réglementation, je ne vais pas vous assommer, vous pourrez revenir sur ces évolutions. Ce qui peut être intéressant quand même, c'est que aujourd'hui, au niveau réglementaire, la seule chose qu'on a en France qui est entre guillemets solide, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc ça, vous pouvez les télécharger, vous pouvez regarder. Et la référence, c'est l'arrêté du 25 juin 2014, qui est en fait la révision de l'arrêté du 2 août 2010. Et, j'espère que je ne vous saoule pas, l'instruction interministérielle du 26 avril 2016,
qui est en fait une explication de cet arrêté du 25 juin 2014 qui est compliqué à comprendre. Voilà. Alors globalement, cet arrêté, il est fait, dédié pour la réutilisation des eaux usées urbaines, d'accord? Tout ce qui est épuration de steppes industrielles, on le verra après, ce n'est pas le cas, et ainsi que l'assainissement non collectif, nos fameux 5 millions de foyers français, 20% de la population française, d'accord? Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des usages, on revient là sur notre fameux schéma sur les usages, eh bien, on va avoir des qualités différentes. Donc, vous pensez bien, et c'est logique, qu'on ne va pas avoir la même besoin de qualité pour arroser une culture intensive de maïs sur la plaine de Limagne à côté de Clermont-Ferrand que pour un arrosage de culture de tomates biologiques, par exemple. Et on arrive avec des logs d'abattement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est pour faire de la reuse, il faut une eau usée traitée, de qualité d'un point de vue physico-chimique, pour réaliser un traitement tertiaire qui a vocation d'aller abattre des entérocoques fécaux et des Escherichia coli notamment, et d'autres micro-organismes, avec ce qu'on appelle des logs d'abattement, c'est-à-dire que globalement, il faut réduire considérablement la présence des micro-organismes. On est là sur une notion d'hygiène. L'instruction interministérielle du 26 avril 2016, il faut que vous la connaissiez à mon avis, c'est tout le rôle notamment entre le producteur d'eau usée traitée, l'exploitant, la notion de qui fait quoi, qui est responsable. C'est globalement toutes les questions qu'on va vous poser dans un cas de projet Reuse. Ça va être oui, mais moi, où ma responsabilité s'arrête, qu'est-ce que je dois faire, etc. Cette instruction clarifie grandement ces questions-là. Alors, juste un petit focus, c'est que en France, on est franchement à la traîne par rapport à certains pays européens. C'est-à-dire que vous avez, alors là, il manque des chiffres. Vous avez les millions de mètres cubes. Ah non, c'est ça. Anvers, c'est les millions de mètres cubes réutilisés. Donc, l'Espagne, par an, c'est 347 millions de mètres cubes d'eau usée urbaine traitée, réutilisée. En France, on est à 7. Alors, j'ai mis une virgule, tellement c'est faible, donc 7,7. Allez, on tend vers 8. Pour info, les champions, Chypre et Malte, eux, Chypre, c'est 100%. Donc, toute l'eau traitée des stations est réutilisée. Pourquoi? C'est qu'on sacralise finalement le fait qu'elle ne soit pas salée et qu'une eau non salée ne doit pas rejoindre la mer. La région Nouvelle-Aquitaine doit forcément s'interroger par rapport à ça. On est, pour simplifier, une station d'épuration en zone côtière, si elle rejette son eau usée traitée à la mer, en soi, c'est franchement dommage s'il y a des cultures à côté qui pourraient profiter tout au long de l'année de cette eau non salée. Alors, je vous avais parlé un petit peu là de jargon, MBBR, SBR, etc. C'est tout simplement que, et je vous le disais, les techniques vont être importantes. Prenons un bioréacteur à membrane, eh bien, il a un rendement extraordinaire sur les matières en suspension, et une eau usée traitée qui n'a plus de matière en suspension, eh bien, elle peut être facilement désinfectée par un traitement par ultraviolet. Par contre, une lagune qui a un mauvais rendement sur les matières en suspension, en sortie de lagune, vous ne pourrez pas utiliser directement un ultraviolet. Il faudra passer entre les deux par une filtration. Pour la demande chimique en oxygène, c'est la matière organique soluble, notamment en sortie. C'est pareil, vous avez des techniques plus ou moins bonnes. Et puis, pour terminer, vous avez des abattements de coliformes totaux. Pour résumer, si sur votre territoire, vous avez des stations d'épuration
qui s'appelle BRM ou bioréacteur à membrane, bah, vous êtes peut-être déjà dans les clous techniques et réglementaires pour faire de la reuse. En gros, si vous avez un bioréacteur à membrane qui marche bien, qui est en zone et qui est en rejet en mer, bah, là, vous pouvez vous poser vraiment des questions. Pourquoi on rejette en mer une eau qui a des qualités a priori directement de reuse? Et si ce n'est pas le cas, bah, il va falloir rajouter du CAPEX et de l'OPEX, hein, des coûts de fonctionnement et d'investissement, avec des techniques de désinfection, du lagunage, c'est le cas de Clermont-Ferrand, un filtre à sable plus un UV, ou si c'est un bioréacteur à membrane, un UV directement. Et encore, peut-être même pas sûr. Une chloration, attention chloration, si vous avez de la DCO, ça fait des dérivés chlorés. Et puis, envoyer une eau chlorée sur de la terre à vocation d'irrigation, il y a quelque chose qui cloche. Donc, be careful. Ozonation, là, c'est souvent trop cher. L'acide peracétique, c'est ce qui existe à 1000 ans. 1 million d'équivalents habitants, reuse, acide peracétique. Filtration membranaire, hein, c'est le bioréacteur à membrane. On arrive à la dernière ligne droite, c'est la bonne gestion de l'eau en entreprise. Quand vous allez entrer dans le monde des entreprises, c'est un peu déroutant, puisque contrairement aux effluents urbains, vous allez avoir des matières organiques plus ou moins biodégradables, des toxiques. Vous allez avoir des matières en suspension qui peuvent être abrasives, minérales, organiques. Vous allez avoir tout un tas de caractéristiques finalement qui font que votre effluent liquide il est extrêmement varié et que c'est compliqué d'avoir une réponse toute faite. Heureusement, il y a des aides. Alors, je vais passer très vite. Vous allez avoir ce diapo. Je vous propose de le télécharger, de regarder ça tranquillement. Vous avez le guide de la gestion de l'eau en entreprise. Il est de 2009, mais néanmoins, il tient encore vraiment la route. Et vous avez 80 sites en Bretagne qui ont été présentés et qui vous présentent des cas tout à fait concrets de réduction de l'eau. J'aimerais, alors c'est une invitation, j'aimerais vraiment qu'on ait un guide de la gestion de l'eau en entreprise en région Nouvelle-Aquitaine récent et ça nous permet de faire un état à date et de se donner des objectifs à l'avenir. On a en janvier 2013 la gestion des effluents des industries agroalimentaires. Donc là, ce document, il est aussi tout à fait intéressant pour les industries agroalimentaires. Je vous propose aussi ces références pour travailler aussi votre anglais si vous avez envie, Dutch Water Association, sur les techniques de traitement industriel des effluents. Document à droite qui est très, très intéressant, c'est les ratios polluants en industrie dans le bassin Loire-Bretagne. Toujours pareil, je n'ai pas trouvé quelque chose d'aussi intéressant en région Nouvelle-Aquitaine, donc il y a quelque chose à faire. Alors, vous avez aussi en biblio, je vous invite à aller voir les documents du FNDE. Alors, c'est un peu ancien, 2000 à 2012 ou 2014 de mémoire, mais vous avez des ouvrages toujours, hein, tout ce que je vous montre là, c'est gratuit, qui sont tout à fait intéressants. Je vous propose aussi celui-ci, un peu vieillot, mais intéressant, sur le guide de la gestion de l'eau en entreprise. Bon, une fois que vous aurez lu tout ça, vous serez logiquement confortable et avec plein d'infos, plein de données. Et enfin, ça, c'est des ouvrages que je trouve extraordinaires parce qu'ils sont gratuits, parce que c'est une ouverture sur l'Europe. C'est les Best Available Technologies ou meilleures techniques disponibles. Et ils sont téléchargeables. Je vous ai mis les liens. Vous pouvez aller les télécharger. Ils sont actualisés. Ils sont pleins d'exemples avec des données chiffrées et notamment des coûts d'investissement et de fonctionnement. Sur ces MTD ou Best Available Technology, vous allez avoir ce qui peut vous intéresser, le Food, Drink and Milk Industry. Mais vous allez, selon votre secteur,
vous pouvez aussi être confronté à d'autres, notamment la chimie, alors la céramique, hein, côté Limoges, ça peut être aussi d'autres, mais n'hésitez pas. Alors bon, la plupart sont en anglais, ça fait 800 pages par ouvrage. Néanmoins, vous avez des résumés dans toutes les langues européennes qui font 20-25 pages et qui sont très intéressantes à lire. Alors, là, je vous ai donné plein d'infos enfin plein de données de référence. Maintenant, en quelques minutes, je vais vous donner les bonnes pratiques pour les industriels. Et ces bonnes pratiques, c'est pour moi le b.a.-ba. Et bien souvent, je n'ai pas un pourcentage, mais bien souvent, tout ou partie de ces bonnes pratiques ne sont pas réalisées chez les industriels que vous pouvez visiter. Un industriel, il connaît sa facture d'eau. Par contre, beaucoup sont des industriels qui vont vous dire, bah, moi, j'ai acheté 100 000 m3 cette année, 50 000 m3 ou autre. Mais finalement, comment vous avez consommé cette eau? Vous avez acheté de l'eau, mais vous avez consommé cette eau comment? Et vous avez rejeté quel volume? Et est-ce que vous avez des sous-compteurs? Est-ce que vous avez fait des analyses? Ah oui, j'ai fait des analyses, les analyses obligatoires de rejet. Oui, mais est-ce que vous avez fait des analyses poste par poste? À part les grosses industries, souvent il y a une méconnaissance de l'usage de l'eau au sein même de l'industriel. C'est important parce que vous pouvez avoir 90% de l'eau qui pourrait être réutilisée, recyclée, et puis vous avez 10% qui vient polluer et qui fait que l'ensemble de cette eau est difficilement réutilisable, alors qu'on pourrait finalement la dissocier. Il faut mettre des indicateurs. Là, c'est les Best Available Technologies, c'est-à-dire que quand vous allez voir une laiterie fromagerie, il doit savoir le volume d'eau utilisé par volume ou quantité de matière produite. Vous avez des ratios de pollution que j'ai repris dans les Best Available, c'est-à-dire que une laiterie, c'est 2 m3 d'eau par mètre cube de lait. Alors, c'est moins glamour, un abattoir de boucherie, eh bien, c'est 5 m3 par tonne de carcasse ou 24 kg de DCO par tonne de carcasse. Ça, c'est des choses qui permettent de savoir si votre industriel, c'est un consommateur qui fait attention à ses prélèvements et à sa consommation ou qui est un peu excessif. Donc voilà, je vous ai mis un autre tableau qui vous permet en fait de savoir pour une typologie, l'effluent finalement, à quoi il faut s'attendre. En bonne pratique, il faut absolument éviter le pouce à l'eau. La majorité des industriels, dès qu'il y a quelque chose de par terre, ils prennent le tuyau d'eau et ils arrosent pour que ça aille au rejet. Il faut absolument que les industriels aient des systèmes et forment d'ailleurs leur personnel à récupérer et à ne pas utiliser l'eau pour pousser de la matière à l'égout. Il faut sacraliser la notion de sous-produit. Un abattoir doit récupérer son sang et le valoriser en alimentation animale, par exemple, et un abattoir ne doit pas rejeter son sang dans le réseau. C'est un exemple, mais il faut bien connaître la nature et savoir finalement rejeter quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu le valoriser. Il faut revoir la logique de production. Donc là, c'est un exemple. Vous avez une production quelconque et puis vous avez une production rationalisée. C'est-à-dire, n'allons pas, pour vulgariser à outrance, n'allons pas faire chez un sirotier, un sirop de framboise, un sirop de menthe, un sirop de framboise, un sirop de menthe, 4 lavages dans la même journée, alors qu'on pourrait faire tout le matin de la framboise et toute l'après-midi de la menthe. Il faut que l'utilisation de l'eau soit rationalisée. Dans bon nombre d'industriels, il n'y a pas d'économiseur d'eau et on a tendance à nettoyer à outrance en disant oui, mais c'est pour assurer l'hygiène. Ce n'est pas vrai. Quand on utilise des pistolets à haute pression, on forme des aérosols avec des micro-organismes pathogènes. Donc, il faut utiliser le moins d'eau possible
et sans aérosol. Il faut optimiser les temps de lavage pour les nettoyages en place, ou les CIP en anglais. C'est-à-dire, je reprends l'exemple des sirops, vous faites un sirop de framboise, vous arrêtez, vous nettoyez tout pour faire un sirop de menthe. À quel moment vous arrêtez de nettoyer, de rincer? Ben, vous arrêtez de rincer, et ben, là, c'est la grosse surprise. Souvent, on arrête de rincer, on rince à outrance, mais beaucoup plus qu'il n'en faut. Et donc là, il faut ajouter des capteurs, il faut faire une étude par un des adhérents, par exemple, de Soltena qui est en capacité pour réduire les consommations d'eau à la source. Il faut impliquer et former le personnel. Plus facile de prendre un tuyau d'eau et de pousser le sac de sucre qui est tombé par terre plutôt que de prendre la pelle et la balayette. Et éventuellement, il faut des nouvelles machines qui soient moins énergivores. Ce qui se passe notamment dans le marché des margines d'olive est tout à fait hallucinant. Aujourd'hui, le premier producteur d'huile d'olive au monde, c'est l'Espagne. Et ils utilisent 100 fois moins d'eau que leurs concurrents, par exemple la Tunisie et le Maroc. Pourquoi? Ils ont acheté une technologie en 2 phases et pas une technologie en 3 phases qui consomme beaucoup d'eau et qui rejette des margines qui sont insolvables d'un point de vue traitement de l'eau. Donc, il faut intégrer à chaque fois qu'il y a un investissement, se dire que dans le business plan, ne pas prendre 3 € le mètre cube l'eau. Il faut sécuriser et se dire que si j'investis, il faut que je consomme moins et que je ne fasse pas un taux de retour sur investissement avec un prix qui soit vulgairement déconnant en termes d'eau. Donc, les premières questions, c'est, si je résume, hein, mon eau industrielle, elle vient d'où? Pourquoi elle est là? Donc là, n'hésitez pas à poser des questions qui peuvent paraître simplistes, mais souvent, l'industriel, il ne sait même pas trop. Hein. Est-ce qu'on peut réduire à la source? Est-ce que si vous avez N usages, bah, vous allez avoir N eaux usées? Est-ce qu'on est obligé de les mélanger? Est-ce qu'on peut faire un traitement séparatif? Quel pré-traitement on fait? Jusqu'où on va? Est-ce qu'on fait du recyclage, du reuse? Est-ce qu'on cible un polluant? Et puis, le devenir des bouts produits ou des concentrés? Et quelles sont les meilleures techniques disponibles? L'industriel, il aura 3 possibilités. Soit il rejettera au réseau d'assainissement, si son effluent, après éventuellement pré-traitement, si son effluent est en phase avec les possibilités de la station d'épuration urbaine, soit il va rejeter directement au milieu naturel avec son arrêté préfectoral qui va cadrer tout ça, soit il y a la possibilité de reuse, voire de 0 rejet liquide. Et donc là, il y a une réflexion à avoir pour challenger ces 3 possibilités avec l'industriel. Une aide, alors là, j'aurais pas dû le remettre, mais c'est toujours les best available technologies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les MTD, clairement, vous indiquent des retours d'expérience où il s'avère que faire du reuse, voire du 0 rejet liquide, peut être plus intéressant qu'un rejet à l'égout ou un rejet au milieu naturel. Quand je dis plus intéressant, c'est d'un point de vue sécurisation, CAPEX-OPEX. Alors la solution, bah, j'espère que je vous aurai pas déçu. La solution, bah, c'est du sur-mesure. Pour les industriels, si vous tombez sur quelqu'un qui a la solution, soit c'est un génie, soit c'est un charlatan. Mais je pense que la vérité, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire que bah, il faut poser plein de questions, il faut prendre le temps et il faut trouver les interactions possibles avec l'industriel, la collectivité et autres. Pour terminer, avant de passer aux questions, on arrive sur un point qui est la réutilisation des eaux usées traitées des stations industrielles. Le chapitre 4, c'était sur les stations d'épuration collective. Je vous ai dit que la réglementation, elle était dédiée
par rapport à l'arrêté de 2010, 2014 et l'instruction interministérielle sur le collectif. Pour l'industriel, c'est plus compliqué. Votre site industriel, la première chose, c'est les bonnes pratiques, ce que je vous ai mentionné. La deuxième chose, c'est du recyclage. C'est un peu lié aux bonnes pratiques, notamment avec les nettoyages en place. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement en interaction avec le monde urbain ou le monde agricole. Alors, vous avez la possibilité de faire, sur la partie gauche de ce schéma, théoriquement, vous pourriez, comme ça se fait dans bon nombre de pays dans le monde, récupérer l'eau usée traitée d'une station d'épuration urbaine pour l'utiliser pour du refroidissement, par exemple. Ça ne serait pas aberrant, on n'a pas besoin d'une eau potable. Donc, il y a ces questions-là. Aujourd'hui, réglementairement, c'est pas que c'est interdit, c'est que il faut faire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé sous réserve, on va dire. Donc là, il y a une notion de... en ce moment, en France, on est sur des projets d'expérimentation. Donc, il faut réfléchir à un projet d'expérimentation. Sur la partie droite, vous avez l'irrigation agricole, l'arrosage public, lutte contre les incendies, un autre usage industriel, une production d'eau potable directe. Bon, celle-ci, elle est très théorique. Avant que ça se fasse, il passera quelques années. Mais par contre, on peut très bien se dire, le site industriel a une eau de qualité en lien avec une irrigation agricole ou de l'arrosage public. Donc là, c'est pareil, il faut de l'expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas un encadrement et une réglementation qui est claire. Il faut montrer patte blanche, il faut travailler avec l'ADREA notamment et de façon multipartenaire pour aboutir à des projets. Je vous ai mis ici quelques définitions qui sont en lien avec le schéma là-haut. C'est important parce que de temps en temps, on se mélange un peu les pinceaux entre reuse, zéro rejet liquide, recyclage. Les définitions que je vous propose ici, ce sont les définitions, on va dire, de l'OIO. Aujourd'hui, on n'a pas acté en France vraiment des définitions sur reuse, recyclage. Et d'ailleurs, il y en a qui ont des définitions inverses à l'OIO. Ce qu'il faut juste, c'est, quand vous êtes avec des interlocuteurs, poser au préalable de quoi on parle, s'assurer qu'il n'y ait pas de quiproquo. Merci à tous. C'était peut-être un peu dense, mais je suis à votre écoute pour des questions. Merci beaucoup à toi, Julien. C'était vraiment très, très complet. Je pense que les participants ont appris beaucoup de choses ce matin. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions. Bien évidemment, il y aura une interrogation la semaine prochaine sur tout ce qui est polluants, DCO, DBO. C'est une suggestion de Marie-Christine. Non, blague à part, on va prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat à laquelle tu vas pouvoir répondre, Julien. Est-ce que les effluents agricoles sont compris dans les effluents industriels? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les effluents agricoles, j'en ai absolument pas parlé, enfin, pas exactement, j'en ai parlé un tout petit peu dans cette présentation, mais les effluents agricoles, bon, il y a une partie qui parfois rejoint les stations d'épuration collective. Vous avez parfois, des fois ça rejoint l'industrie pour être exact. Si on prend une méthanisation agricole de lisier ou de fumier, on peut rentrer sous la rubrique ICPE, c'est-à-dire qu'en fait, on industrialise le traitement. Mais sinon, non, il y a une distinction. Ouais. Merci. J'ai un commentaire comme quoi c'était dense, mais très intéressant. En effet, je pense que le support vous sera envoyé et il vous permettra de pouvoir vous référer à ce support. Et puis, je sais que Julien est toujours à disposition pour répondre à vos questions.
Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on passe à la dernière partie. Il y a une présentation de Jean-Philippe Besse de la région Nouvelle-Aquitaine qui va vous présenter un peu les enjeux d'une bonne gestion de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les dispositifs, les accompagnements. Et puis, on pourra revenir à la fin, s'il reste des questions, pour y répondre avec Julien, qui est toujours à disposition. Jean-Philippe excuse-moi, j'avais juste une question quand même peut-être à poser à Julien. C'est Marie-Christine. Le lavage de voirie, qui est quand même une pratique très importante, notamment en milieu urbain. Oui. Tu m'entends, Julien? Oui, je vous entends. Du coup, quand j'ai entendu votre présentation, le lavage de voirie, c'est courant en milieu urbain. Et du coup, c'est du pouce à l'eau, mais complètement là. On n'est pas en entreprise, mais on est en consommation d'eau et en production de déchets d'ailleurs. Ben, c'est clair qu'il faut qu'ils revoient leur copie, hein, parce qu'aujourd'hui, aller utiliser de l'eau pour pousser des mégots dans le réseau d'assainissement, et des hydrocarbures, parce que quand tu laves la voirie, il y a énormément de... Donc du coup, et c'est important, hein, c'est des mégots, des hydrocarbures, des feuilles mortes, des plastiques, du coup, j'avais pas pensé, parce que là, comment dire, c'est un peu délicat que, par exemple, une collectivité publique aille inciter les entreprises de son territoire à ne pas faire du pouce à l'eau, alors qu'après le marché du samedi matin, c'est ce qu'elle fait, quoi. Exactement. Alors, c'est toujours une notion de prix. C'est une notion de prix, c'est-à-dire que pousser à l'eau, il y a cette notion d'évacuation à l'égout. Hein. L'égout, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Alors là, on ne pousse pas à l'égout, le lavage de voirie, mais on utilise de l'eau. Après, ça ne va pas à l'égout, faut pas exagérer. C'est laver, aspirer. Bon, enfin, je sais pas. Alors vous avez plusieurs choses. Vous avez laver, aspirer, c'est-à-dire qu'on utilise l'eau un peu qui a des capacités détergents pour aller récupérer. Ça, c'est pas si mal. Par contre, vous avez sur certains endroits, notamment des quartiers entiers à Paris, où vous faites déborder, enfin vous l'avez déjà vu, hein, les caniveaux qui se mettent à déborder. C'est vraiment de l'eau qui est utilisée pour drainer les déchets, les hydrocarbures, les mégots, etc., vers le réseau unitaire. Et donc là, par contre, ça c'est vraiment pas une bonne pratique à privilégier. D'accord. Enfin, du coup, il y a probablement une question à poser de ce côté-là. Merci beaucoup, hein, Julien. C'était vraiment très, très intéressant. Hein. Merci. Merci à vous deux pour cet échange. On va passer à la dernière partie. Jean-Philippe, je te laisse la main. Peut-être, oui. Julien, est-ce que tu peux quitter le partage d'écran? Jean-Philippe va prendre la main. Arrêtez le partage. Ok. C'est bon. Et moi, c'est... Là, c'est bon, vous voyez le diaporama? C'est parfait. Ok. Bonjour à tous. Donc, Jean-Philippe Besse, moi je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis chargé de mission au milieu aquatique et entreprise, à la direction de l'environnement. Et donc, j'ai le difficile rôle de passer après la présentation super intéressante de Julien pour vous présenter des dispositifs régionaux. C'est toujours un peu moins sexy. Donc, je vais essayer de pas faire trop long et de pas vous assommer et puis d'être clair. Donc Julien l'a très bien présenté pendant sa présentation. La gestion de l'eau, c'est un enjeu fort et un enjeu qui est de plus en plus prégnant en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on a des usages qui s'intensifient un peu partout et une ressource qui, elle, n'augmente pas. Donc pour preuve, on a 75% aujourd'hui du territoire néo-aquitain qui est classé en zone de répartition des eaux. Alors qu'est-ce que c'est une zone de répartition des eaux? C'est une zone où on a un déséquilibre chronique entre les ressources et les besoins. Donc ça veut dire qu'on a une gestion des eaux qui est de plus en plus contrainte.
Vous voyez là sur la carte, devant vous, là, alors elle est un peu vieille, mais elle est toujours d'actualité. Toutes les zones en bleu rayées, ce sont des zones de répartition des eaux. Donc ça couvre près des 3/4 du territoire. Et globalement, alors sur le bassin d'Ourl-Garonne, alors le bassin d'Ourl-Garonne, c'est pas l'ensemble de la région, mais c'est une grande partie du territoire régional. On a un déficit de 250 millions de mètres cubes en eau en période d'étiage, c'est-à-dire en été, on a un déficit de 250 millions de mètres cubes entre les usages et les besoins. Et ce déficit, à cause du changement climatique, on projette un déficit qui va augmenter de manière importante et qui pourra atteindre 1 milliard en 2050. Donc ces deux éléments, c'est simplement pour enfoncer un peu le clou de ce qu'avait montré Julien. Hop. Ah, alors pourquoi ça passe pas? Voilà. Et juste une autre petite carte rapidement, ça Julien en avait parlé tout à l'heure aussi, on est de plus en plus confronté à des situations de crise, notamment en période estivale, avec des alertes, enfin voilà, des zones où on va retrouver des crises, des crises en période estivale au niveau de la ressource en eau qui peuvent aller jusqu'à des mesures de limitation des prélèvements. Et donc ces mesures de limitation qui peuvent impacter les entreprises. Du coup, c'est vraiment un problème important et qui sera de plus en plus prégnant au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et aussi au niveau national. La région Nouvelle-Aquitaine, elle s'est emparée de ce problème donc depuis un moment, mais plus spécifiquement depuis 2018 où elle a redéfini ses objectifs dans le cadre de la stratégie régionale de l'eau. Et puis depuis 2019 dans le cadre de la feuille de route Néoterra. Donc je pense que cette feuille de route, vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Elle est dédiée à la transition énergétique et écologique sur le territoire néo-aquitain et elle est constituée de 11 ambitions donc qui vont traiter différents sujets. Et sur les ambitions, les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, il y a l'ambition 3 qui vise à accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises et notamment à réguler la consommation d'eau. Et l'ambition 9 qui est vraiment ciblée sur la préservation et la protection de la ressource en eau. Donc, et je n'irai pas beaucoup plus loin, simplement pour dire que dans le cadre de l'eau, l'idée c'est de rationaliser la consommation, de réguler, de faire évoluer les usages, les changements de comportement, de pratiques et aussi d'accompagner le développement d'innovation. Et l'idée dans tout ça, c'est bien de préserver la ressource en eau, mais aussi de sécuriser l'activité économique. Ça a été bien présenté par Julien tout à l'heure. Voilà, en cas de crise, on peut avoir des interdictions, enfin des limitations des prélèvements qui peuvent, et on peut demander aux entreprises de cesser de prélever de l'eau. Et pour une entreprise, arrêter de prélever de l'eau quand elle en a besoin, c'est arrêter sa production. Donc ça peut être assez impactant. Donc face à cette situation, au niveau régional, on a développé plusieurs dispositifs que je vais vous présenter pour vous accompagner dans vos démarches de préservation de la ressource en eau. Alors le premier, c'est voilà, si vous voulez réduire votre consommation d'eau, on a mis en place depuis l'été dernier, donc c'est assez récent, un règlement d'intervention qui s'intitule Efficacité hydrique des entreprises. Et l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs études et surtout dans leurs investissements qui visent à contribuer à une diminution des prélèvements. Alors, ce dispositif, il est destiné aux entreprises de plus de 10 salariés dont les investissements vont conduire à une réduction d'au moins 10 000 m3 par an d'eau économisée. Donc une réduction des prélèvements notamment. Et également, il faut que ces 10 000 m3 d'eau économisée représentent au moins 10% des volumes totaux qui sont prélevés ou consommés. Le plafond d'aide, il va varier entre 40 et 65%. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en fonction de la taille de l'entreprise. Et également à retenir, ça je ne rentre pas dans les détails, l'accompagnement de la région il va être progressif en fonction des volumes d'eau qui seront économisés. Important à savoir aussi, on travaille main dans la main avec les agences de l'eau, donc l'agence de l'eau à Dour-Garonne, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On se communique les dossiers, puis on essaye d'intervenir au mieux pour accompagner de la manière la plus efficace possible les entreprises. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur ce règlement d'intervention, eh bien, vous avez mon adresse mail en bas, donc vous pouvez me contacter. Alors ça, c'était le premier dispositif où on est vraiment dans la réduction de la consommation.
Julien en a parlé aussi, on parle beaucoup en ce moment et de plus en plus de réutilisation des eaux. Donc en ce moment, on est en train de lancer un appel à projet en collaboration avec la région Occitanie et l'Agence de l'eau à Lourdes-Garonne, un appel à projet qui s'intitule ECO, pour économie circulaire de l'eau, où le but c'est d'accompagner tous les projets qui vont viser la réutilisation des eaux non conventionnelles. Alors un petit élément sémantique, tout à l'heure on parlait de réutilisation, de reuse ou de reuse, donc de réutilisation des eaux usées traitées, donc généralement on parle dans ce cas de réutilisation des eaux traitées en sortie de station d'épuration, mais là l'idée c'est de taper plus large et d'aller vers la réutilisation des eaux usées, mais pas que. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'eau non conventionnelle. Les eaux non conventionnelles, globalement, ça va être tout ce qui est eau usée, mais aussi les eaux pluviales, les eaux grises, les eaux d'Elzor. Donc, l'idée, voilà, c'est d'être plus large dans le champ de l'appel à projet. Cet appel à projet, il est destiné aux collectivités, aux entreprises, aux agriculteurs. Donc là aussi, pour les cibles, on a cherché à être le plus large, le plus exhaustif possible. L'idée, c'est d'accompagner, alors il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. On peut accompagner les réflexions préalables avant travaux. On peut accompagner des travaux d'investissement assez classiques, hein, par exemple, pour pouvoir réutiliser votre eau, il faudra peut-être améliorer le traitement qui est appliqué. Après l'eau, une fois qu'elle a été retraitée, il faut pouvoir l'amener à l'endroit où elle peut être utilisée. Donc on peut avoir besoin de mettre en place des canalisations, donc tout ça, l'appel à projet peut l'accompagner. Et aussi, cet appel à projet, il a vocation à accompagner des projets plus expérimentaux et un peu plus innovants. Dans les usages aussi, on a cherché à être le plus large possible. Julien en a parlé tout à l'heure, les usages réglementés aujourd'hui, ce sont l'agriculture et les espaces verts. Donc il y a énormément d'usages qui ne sont pas réglementés et les usages non réglementés, donc ça ne veut pas dire interdit, ça veut juste dire qu'on sort des clous et qu'effectivement il faudra un peu montrer patte blanche. Mais l'idée aussi, c'est d'aller vers ces usages non réglementés pour pouvoir faire un petit peu évoluer la réglementation et puis mettre en valeur cette réutilisation des eaux qui est une démarche d'économie circulaire qui n'est pas forcément opportune partout, mais qui est une démarche qui mérite d'être développée sur notre sol. Cet appel à projet, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il sera lancé au début de l'été 2021 et le budget de cet appel à projet, alors il est à minima de 6 millions d'euros et le montant de l'appel à projet sera peut-être un peu plus important. Voilà. Une petite précision, donc ça a été fait en collaboration avec l'Agence de l'eau à Lourdes-Garonne et la région Occitanie, mais pour ce qui nous concerne, c'est bien l'ensemble du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine qui sera concerné, et pour la partie du territoire qui fait partie du bassin Loire-Bretagne, on travaillera en collaboration avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors voilà pour les deux premiers dispositifs. Le troisième dont je veux vous parler, c'est un autre appel à projet et qui cible spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'eau, où l'idée c'est de répondre à une problématique territoriale en développant des démonstrateurs. Alors les démonstrateurs, voilà, on est vraiment dans le domaine de l'innovation, avec des projets de territoire. L'idée c'est de soutenir des projets collaboratifs, donc une collectivité avec des entreprises, avec des laboratoires de recherche, de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises néo-aquitaines. Donc là, on peut avoir un enjeu quantitatif. Hein, on va retrouver, finalement, on peut retrouver dans ces projets innovants des projets qui auraient pu aussi émerger dans l'appel à projet ECO. Ce qui fait un peu la spécificité de cet appel à projet démonstrateur, c'est un peu le calendrier en fait et la situation actuelle. Et lui, il est cet appel à projet, il est apparu dans le cadre du plan Rebond Nouvelle-Aquitaine qui vient en soutien aux filières dans le cadre de la crise du Covid. Et ce plan Rebond, donc cet appel à projet démonstrateur, il s'applique à plusieurs filières, dont la filière eau. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer des choses qui soient innovantes, et qui soit en avance sur la réglementation, puisque comme on l'a vu,
notamment dans la utilisation des eaux, la réglementation, elle est assez restreinte. Elle ne concerne que des usages très spécifiques, et puis surtout, il faut savoir que cette réglementation, elle est en évolution. Elle est en forte évolution en ce moment. Il y a notamment un règlement européen qui est paru et qui est en train de... Voilà, sur lequel il va falloir se calquer au niveau français dans les années qui viennent. Et on a aussi... Enfin, il y a vraiment un coup à jouer je pense dans ces démonstrateurs de la filière eau, dans tout ce qui est reuse, dans tous ces enjeux quantitatifs et qualitatifs de l'eau pour développer de l'innovation. Pour cet appel à projet, vous pouvez vous rapprocher alors soit de moi pour avoir plus de détails, soit de mon collègue Gérard Majewski de l'unité filière verte. Et pour terminer, et j'espère qu'avec ça, je ne vais pas vous embrouiller, je voulais vous dire un petit mot de l'appel à projet Solus. Donc, Ronan en avait parlé un tout petit peu au début de ce séminaire. Alors, l'appel à projet Solus, pour faire simple, il faut le voir comme un guichet unique, un guichet d'entrée, une porte d'entrée à la région Nouvelle-Aquitaine et comme un rassembleur des aides régionales. Alors en fait, cet appel à projet Solus, il existe depuis 2020, il a été relancé en 2021. Cet appel à projet, il va concerner donc l'innovation y compris numérique pour la gestion de l'eau des entreprises. Donc là, on est dans la gestion au sens large. Alors ça peut être de la réduction de consommation d'eau, mais comme on a parlé Julien, avant même de penser à réduire sa consommation d'eau, il faut déjà la connaître. Il faut déjà mieux la gérer. Donc, on peut avoir, par exemple, à mettre en place des équipements de type monitoring, développer des outils numériques pour bien connaître ses consommations au niveau de tous ces postes. Et voilà. Et alors, c'est moi qui... Voilà, je voulais pas vous embrouiller, mais c'est moi qui m'embrouille. Donc, à garder en tête, c'est un guichet unique. C'est-à-dire que si vous avez des questions sur l'eau, vous n'êtes pas sûr de vouloir tout de suite réduire votre consommation, pas sûr de vouloir vous lancer dans un projet de réutilisation des eaux, vous candidatez à cet appel à projet. Cet appel à projet, il nous sert de guichet unique. Et derrière cet appel à projet, il y a plusieurs directions de la région qui vont traiter les dossiers. Et en fait, votre dossier, il sera renvoyé vers le service qui sera le plus à même de vous accompagner. Et ça vous renverra vers le service qui vous apportera également l'accompagnement le plus important. Au niveau des directions, donc vous allez retrouver la direction de l'environnement, la direction de l'énergie, du climat, de l'agriculture, la direction de la performance industrielle. Et cet appel à projet Solus, donc il n'a pas de budget propre, mais il s'appuie sur les budgets et dispositifs existants des différents services associés. Donc, si j'essaye de résumer pour faire simple, on a un appel à projet Solus, qui est un peu un appel à projet chapeau, un guichet unique. Si vous passez par Solus, eh ben, vous pouvez très bien être redirigé si c'est le dispositif le plus efficace vers le dispositif efficacité hydrique des entreprises, mais ça sera peut-être un autre dispositif qui sera plus important, qui sera plus intéressant pour vous et qui sera piloté par une autre direction. Là, en fait, avec Solus, vous avez un seul guichet. Nous, on fait notre cuisine interne. Et puis, derrière, a priori, vous avez le meilleur accompagnement de la région vous aurez en retour le meilleur accompagnement de la région. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. J'espère vraiment pas vous avoir embrouillé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. De toute manière, voilà, il y avait tes coordonnées inscrites. S'il y a des questions, tu pourras y répondre avec plaisir. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il nous reste, allez, on va prendre 5 minutes si vous voulez, pour poser des questions encore à Julien ou à Jean-Philippe. Moi, je vais en profiter juste pour faire la promotion d'un événement qu'on organise, un webinaire qu'on organise avec la CCI Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, Loire-Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine. Un webinaire qu'on organise le 27 mai prochain, de 11h à 12h30. C'est un webinaire sur l'eau en industrie, la gestion de l'eau en industrie qu'on organise à destination des entreprises et particulièrement des industriels. Donc, si vous avez des industriels avec qui vous travaillez, que vous rencontrez
dans les prochaines semaines, vous pouvez leur indiquer qu'il existe ce webinaire le 27 mai prochain. Vous pouvez leur relayer, on vous enverra l'information ou Alex le fera. C'est pour expliquer brièvement le déroulé de ce webinaire qui déroulera le 27 mai, je le rappelle. On va retrouver notre ami Julien Louchard qui nous refera une présentation du contexte et des enjeux liés au stress hydrique pour les industriels, avec une partie sur les bonnes pratiques pour réduire sa consommation d'eau et bien évidemment la réglementation à connaître. Il y aura aussi un retour d'expérience d'industriels qui sont passés par l'appel à projet Solus, la version 1, et on va redétailler les dispositifs financiers de la région que Jean-Philippe vous a présenté, mais également des agences de l'eau et de l'ADEME. Donc ça, c'est un webinaire qui est ouvert à tous, qui est gratuit bien sûr. Donc le Save the Date et les invitations seront bientôt envoyées. Donc si vous êtes intéressé par ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous n'avez pas eu l'info, à nous la demander. Il y aura un peu ceci. Je regarde le chat et je vois qu'il n'y a pas de questions potentielles. Dans ce cas-là, je vous propose de conclure, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Julien. Ouais, juste, c'était pour vous indiquer donc que j'envoie la présentation donc à Jean-Philippe, Alexandre et Ronan. Ce sera en PDF, hein, ça sera moins lourd d'ailleurs. Et comme ça, vous aurez de la lecture le soir pendant quelques jours. Merci en tout cas à toi, Julien. Un grand merci pour ton intervention qui fut très, très intéressante. Et merci encore à toi, Jean-Philippe. Je vais remercier donc je vais remercier Alex qui m'a aidé à monter ce webinaire et tous les participants qui étaient là ce matin, en espérant que vous ayez apprécié ce petit moment passé en notre compagnie. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt, je l'espère.